Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive power does it again. Fighters Club. I'm the baddest motherfucker on the planet. Hey, je vous avais dit quoi? Charles Chevalier. I am the greatest. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus, c'est le RMC Fighter Club numéro 367. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de MMA puisqu'on va aborder plusieurs événements, notamment celui de Manon Fiorot à l'UFC qui s'est replacé dans la course à la ceinture grâce à sa victoire contre Jasmine Jasudavicius. Sur le même événement, Rainer de Raider qui perd contre Allen et qui laisse du coup un petit peu de place dans la catégorie à forcément Nassourdine Imavov, le français qui va pouvoir se positionner comme le prétendant numéro 1 à la ceinture de Khamzat Chimaev. Et puis Jordan Zebo qui choque la France du MMA avec son KO sur Baki lors de l'Ares. On va parler de tout ça aujourd'hui avec, comme d'habitude, le pilier du RMC Fighter Club, Baba. Salut Baba. Salut Charles, salut Anto. Ouais, gros week-end de combat, gros week-end de surprise. Riche en émotions ce qui s'est passé tout ça. Ouais, forcément, Anto Sterpigny, membre de la rédaction RMC Sport, les surprises ça génère toutes ces émotions et c'est pour ça qu'on aime ce sport aussi. Ah mais c'est pour ça et c'est pour ça qu'il y a énormément de réactions disant que le MMA est un sport un peu différent des autres. Un petit peu différent, c'est sûr qu'en tout cas ceux qui le pratiquent sont faits d'un fer un petit peu différent des autres. Allez, c'est parti pour le RMC Fighter Club avec un débrief global de ce qui s'est passé en MMA ce week-end. Allez, on va commencer par ce combat, c'est vrai, entre Jordan Zebo et Baïsangour Shamsudinov lors de l'Ares qui était à Strasbourg. C'était chez Baki, à Strasbourg. Il était devant son public puisqu'il a grandi dans une ville qui est à peu près une demi-heure de Strasbourg, donc juste à côté. Beaucoup de pression pour lui, du coup, sur cet événement. Et alors, je vais dire la vérité quand même ici, c'est pas forcément une émission qu'on avait prévu de faire, mais vu le résultat, et vu l'ampleur que ça a pris derrière, parce que les réactions ont été nombreuses, elles ont été énormes, elles ont été parfois aussi très avec beaucoup de cœur, parce que c'est vrai que ça a généré beaucoup de réactions, et on s'est dit qu'on allait en parler et y dédier un épisode, parce que Jordan Zebo qui bat Baki, c'est quand même un des résultats très marquants de ce mois d'octobre en MMA et en France. C'est un des upsets de l'année, faut pas avoir peur de le dire, je pense. Il y a toujours des gens qui vont te dire qu'ils ont vu la lumière avant tout le monde et qu'ils y pensaient. La plupart des spécialistes, la plupart des fans, que ce soit en France et même à l'international, parce que ce combat, il avait aussi capté l'attention un petit peu des experts à l'international. Il y a beaucoup qui pensaient que Baki était bien au-dessus de Zebo, et donc ça a causé une énorme surprise, c'est clair. Baki au-dessus de Zebo, c'était la musique qui courait. Nous, on a reçu Jordan Zebo dans le RMC Fighter Club. Il y a plusieurs choses à constater. C'est que, contrairement à ce que je pensais, c'est vrai qu'il attire beaucoup de sympathie. Jordan Zebo, en tout cas, moi je pensais qu'il y avait une sorte de fond un peu de haters, etc. Mais en réalité, pas du tout. Les commentaires sont à 99% assez en sa faveur. Le seul truc où c'était remis en question, c'était le côté sportif. C'était le côté on t'adore Jordan, mais par contre contre Baki, tu vas perdre. Et finalement, il s'est passé tout l'inverse en tout. Mais là, c'était 99%, là, c'est 100%. Parce que Jordan, c'était la soirée parfaite. Oui, il gagne le combat, mais le discours d'après-fight, il est puissant aussi. Je le vois limite avec les larmes, en fait. Quand il dit « on n'aurait jamais dû faire ce combat, je te remercie Baki, je suis vraiment désolé ». Enfin, tout le discours, c'est magnifique. Et puis même, en tant que tel, le personnage Jordan Zebo, c'est l'un des personnages les plus touchants du MMA français. Il a l'histoire la plus touchante du MMA français. Quand on repense à ce qui s'était passé avec Cédric Doumbé, le KO qu'il prend au bout de 9 secondes, toutes les réactions qu'il subit pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, mais c'était il y a 3 ans, ça le suit encore. Jusqu'à faire ce combat contre Baki, l'emporter, il faut faire un biopic de Jordan Zebo, il faut lancer le scénario. C'est vrai que son parcours personnel et sportif est assez fou, et ça on l'avait constaté Baba quand il était venu dans le Fighter Club, Jordan Zebo. En fait, on lui a dit avant, on lui avait dit écoute, on ne peut pas ne pas te parler du tout de ce qui s'est passé contre Doumbé, parce que ça fait partie de ta story, ça fait partie de ton parcours, et en fait aujourd'hui sans Doumbé il en serait pas forcément là, parce que ça a mis beaucoup de lumière sur lui, et ça il en est aussi conscient, Jordan Zebo. Et en même temps, c'est ça qui fait que cette victoire elle a encore plus de saveur là contre Baki. C'est ça, je suis super content pour lui parce que ça lui permet d'avoir un autre moment
ultra marquant, mais cette fois-ci en sa faveur. Et ça, c'est important, tu vois, pour un gars aussi résilient, un mec qui n'a pas lâché l'affaire, avec tout ce qu'il a subi derrière le KO contre Cédric. Il y a plein de mecs qui auraient abandonné, qui auraient dit, tu sais quoi, laisse tomber, de toute façon, c'est pas pour moi. Et puis, vu la méchanceté des gens, je vais faire autre chose. Donc, ça va été loin, très très loin. Maintenant, c'est le combat, il faut s'étoffer, il faut y aller. C'est un sport qui est pas comme les autres, comme le disait Anto en intro. Et il y a tout ce qui va avec. Et je suis content qu'à force d'abnégation, de travail, de courage et de résilience, il ait réussi à se créer un moment qui va peut-être pas effacer ce qui s'est passé avant, parce que ça va être difficile, mais en tout cas, quand tu vas penser à Jordan Zebo, tu vas penser, c'est le mec qui a mis KO Baki chez lui devant son public, de façon aussi dramatique que ça, et ça fait plaisir pour lui. Parce que même si depuis, c'était sa seule défaite en carrière contre Cédric Doumbé, mais il avait gagné, je crois, 3 combats depuis sa victoire contre Doumbé, donc là, c'est le 4e d'affilée. Et il continue à y avoir des critiques sur Jordan Zebo en disant ça va, t'as perdu contre Doumbé, mais les autres que t'as battus, c'est pas à la hauteur. Et c'est là où c'est intéressant et c'est très important ce que tu dis, Baba, c'est que là, la victoire contre Baki va en partie effacer toutes ces médisances autour de son palmarès. Ça y est, c'est terminé ça. Tu peux dire ce que tu veux. Il est champion à l'ARES, il a battu Baki par KO. Tu peux dire ce que tu veux, il a battu un des top welterweight en France, un des mecs qui a une des plus grosses hype qui soit. Tu dites ce que vous voulez des adversaires d'avant, là en tout cas tu peux pas lui enlever ça là. Le combat justement, Anto, Baba, alors la domination elle commence pour Baki et là on se dit il va se passer ce qui doit se passer, Baki qui va pas forcément mettre le KO mais qui finalement va dominer l'intégralité du combat et finalement en fait t'as Jordan qui pète à un moment et qui réussit à faire ses enchaînements, donc ça part d'un high kick, en tout cas techniquement il fait quelque chose de très propre, même quand on voit au ralenti c'est très travaillé, tout ça on sent qu'il sait exactement ce qu'il fait. Il met quand même Baki KO qui est inconscient au sol. Hein. Et voilà, il a fait l'update peut-être de l'année dans le MMA français. Et techniquement, on est assez impressionné par ce qu'a fait Jordan. Tout a été impressionnant chez Jordan dans ce combat. À remettre aussi que tout a été impressionnant chez Baki pour les 2 premiers rounds. Oui. Après, il a accusé le coup. On sait maintenant, Clément Marcoux l'a dit sur son live sur YouTube, que Baki avait les ligaments croisés. À partir du 7 septembre, il s'est fait les ligaments croisés. Combattre avec les ligaments croisés, c'est pas vraiment la meilleure façon. Il n'a pas voulu. Donc respect à lui, hein. Il n'a pas voulu pull out de l'événement. Il a voulu faire le combat à l'ARES, mais comme il l'a dit en post-fight, pas d'excuses. J'ai voulu faire le combat, voilà. Mais sinon, techniquement, il est rentré très vite en boxe. Baki, il a touché énormément Jordan. En boxe, que ce soit en ligne ou même dans les déplacements de Jordan, il a réussi à le cadrer Baki parfaitement. Et là, il faut souligner quand même le mental de Jordan parce qu'il a subi pendant 3 rounds. C'est clair, il perd les 3 rounds, mais il a toujours, et c'est là que je suppose qu'en fait, peut-être qu'il savait que Baki était blessé. Peut-être qu'il savait pas le genou parce qu'il avait, intelligemment ou pas, mais il avait mis... il avait mis des bandes, il avait mis des genouillères et puis il avait strappé un peu les 2 genoux pour un peu. Enfin voilà, un peu. Je sais pas comment dire, mais bon, faire l'illusion de vas-y, brouiller les pistes, c'est le mot que je cherchais. Il a quand même souvent kické le genou gauche, Jordan Zebo. Peut-être qu'aussi sur la première réaction, il l'a vu. Et Baba, je pense que toi, c'est ce que tu as plus préféré dans ce combat. Les coups de coude de Jordan Zebo, surtout le coup de coude qui fait vaciller Baki, tu sais, le coup de coude en avant, en sortie de corps à corps. Et celui qu'il fait quand il rentre et tout. Non, il a fait des choses très intéressantes, Jordan. Si tu veux, Baki, il est parti fort, il est parti en anglaise. Il a voulu, je pense qu'il voulait abréger le combat, hein, tout simplement. Jordan, il subit en anglaise, mais il arrive quand même à accompagner la plupart des coups. Derrière, ces passages de lutte, on connaît, on sait la capacité à lutter de Baki. On sait aussi que Baki, après, une fois qu'il arrive en top position, il n'y a pas spécialement les soumissions qui arrivent derrière, ou il n'y a pas le gros run and pound qui arrive derrière. En tout cas, c'est ce que sa carrière nous dit. C'est 9 combats en carrière avant celui-là, nous disait. Maintenant, Jordan, il a toujours su se relever ou pu se relever. Et lui, systématiquement, il a travaillé avec ses jambes. En low kick, c'est quelqu'un de toute façon qui a des bonnes jambes. Hein. Il l'avait fait dans d'autres combats. Il a fait dans son combat précédent contre Wissam Akmouche. D'ailleurs, beaucoup de low kick. Et donc, il a continué ce travail-là. Beaucoup la jambe gauche, tout simplement parce qu'il boxe beaucoup en gaucher et que c'est plus facile de shooter à l'intérieur de la jambe avant. On sent que ça finit par gêner. Il remontait en middle. Tu sens que dans la 4e reprise, l'intention elle est là, de beaucoup travailler en ligne basse et de remonter en ligne haute à un moment, tu vois. Là où c'est fort, ce qu'il fait, c'est que il change de garde avant de le faire. Ça veut dire que il passe en droitier et il envoie sa jambe gauche en mode jambe avant. Et c'est beaucoup plus difficile à lire, surtout pour quelqu'un qui n'est pas habitué à prendre des high kicks, en tout cas, ce que les high kicks soient envoyés de cette jambe-là. Donc, les deux ont montré des choses très intéressantes, ça c'est clair. Et Jordan, il a réussi à prendre l'ascendant. Il avait toujours dit que plus le combat durait, plus ce serait pour lui.
Et c'est ce qui s'est passé, tout simplement. Il a réussi à prendre le dessus. Et après, l'image, c'est l'image, quoi. Tu vois, tu le mets KO, donc il est au sol. Et ça, c'est des images qui vont rester. Si Jordan l'avait emporté à la décision, quel impact ça aurait eu ce fight d'après vous? Parce que là, c'est vraiment assez énorme. Hein. Et on a pu le constater aussi sur la page YouTube, par exemple, de Canal, hein, qui a publié le combat. C'est un raz-de-marée. Enfin, ils ont déjà dépassé le million. Très largement dépassé déjà le million de vues. Donc, c'est pour un combat franco-français en MMA en France, c'est assez énorme. Et on sait de quoi on parle sur MC Sport parce qu'on publie beaucoup de résumés de ce type-là. Ça aurait donné quoi? Ça aurait été quoi l'impact de ce combat si ça avait été à la décision un peu plus classiquement? Ouais, je pense que ça aura fait beaucoup parler, les combats à la décision. Une comme victoire ça, de Jordan aurait fait parler quoi qu'il arrive. Oui, voilà. Et donc, tu auras les remises en question, les trucs, les machins. Ce qu'il y a de bien avec les victoires comme ça, c'est que tu peux rien dire en fait. Hein. La gagné par KO, c'est tout. Il n'y a pas de débat à avoir. Le débat, là, il s'est déplacé sur la blessure. Baki l'a dit, Anto l'a dit. Moi, tu sais, je suis de l'école, tu le dis même pas, quoi. Je suis d'accord avec toi. Moi, je suis de cette école-là. Maintenant, Clément le dit. Parce que Clément, de toute façon, qui le dit, Baki il est dans son coin, il est dans sa prépa, il a le dire. Baki, il a mentionné avoir eu un souci. Il mentionne le souci, mais il dit j'étais obligé de finir rapidement parce qu'il y avait quelque chose qui m'empêchait de combattre sur la durée. Maintenant, il y a deux approches. Quand tu as les ligaments comme ça, tu peux essayer de finir vite ou tu peux dire justement, je vais essayer de préserver mes jambes en faisant différent. Ça aurait pu être faire un combat très moche où en gros, tu l'amènes au sol et tu stalls, tu gagnes du temps pendant tout le combat ou tu essayes de le descendre rapidement. Toujours est-il qu'il a choisi lui la première approche. Moi, j'ai envie de te dire, c'est comme ça. Hein. Moi, je vais pas débattre là-dessus, blessure, pas blessure. Il a fait le choix d'y aller. Lui-même, il assume ce choix d'y avoir été. Pour moi, personne ne doit spéculer sur la blessure. Non. Tout le crédit, toutes les fleurs reviennent à Jordan qui a su s'adapter et gagner. Est-ce que malheureusement pour Baki, désormais, c'est en mode Jordan Zebo face à Doumbé? Est-ce que c'est ça qu'on va retenir principalement de sa carrière maintenant? Parce que ça a tellement marqué les esprits. Oui, est-ce que, sans qu'on ait oublié ses 9 victoires d'avant, et puis ce statut qu'il avait juste avant ça de prospect, qui peut aller très loin, encore jeune, moins de 25 ans, est-ce qu'on va retenir principalement ça de sa carrière maintenant? Moi non. Toi, non, les trois personnes autour de la table, non. Le grand public. Maintenant, mais le grand public et tout. Oui, bien sûr que oui. Parce que la victoire contre Doumbé, c'est l'épine. Ça termine comme ça. On retient plus que Doumbé s'est pris une épine, que Baki a battu Doumbé. Plus, on va pas se mentir. Pourquoi déjà, parce que l'image, elle est marquante. Ça, c'est des images qui collent à la rétine. Et puis, Internet, ils aiment trop aller vite avec les photos, les montages, tout ça. Il y a eu beaucoup de retournements de veste. De toute façon, malheureusement, c'est le combat. Et puis, surtout, on peut pas éluder ça, Baki, il y a eu pas mal d'interviews et pas mal de déclarations où il mentionne le fait qu'en sparring, il trouvait Jordan un peu faible. Je crois que c'est le mot qu'il utilise. J'ai pas envie de lui mettre des mots que lui n'a pas dit. Non, mais je pense ce qu'il dit, c'est que quand il tournait avec Jordan, c'était pour se reposer. Ouais, voilà, il y a des choses comme ça. En tout cas, je veux pas mettre des mots que lui n'a pas dit, mais il me semble que c'est comme ça dont il en parle. Il y a tout ce truc où il dit qu'il est au-dessus et tout. Après, ils se sont au-dessus. Il est responsable de ses propos. Toujours est-il que les propos ont été prononcés et que c'est beaucoup plus facile pour Internet derrière de dire t'avais dit ça et au final c'est toi qui es au sol. Donc ça va lui. Il a, en fait, c'est très simple. Il est dans la même situation que Zebo après Doumbé. Tu vas devoir créer quelque chose de plus grand et de plus spectaculaire pour que les gens ne t'en parlent pas. Est-ce que ça vaut une revanche, vous croyez, ce combat? Je pense que vu la tournure des événements, la Ares aurait intérêt de faire une revanche. Mais je pense qu'ils vont la refaire. C'est dans tout leur intérêt. Puis même Baki, je pense avec du repos, bien évidemment, parce que je pense qu'il a pris un arrêt de commotion quand même assez grand. Puis ligament croisé, c'est quoi? C'est 6 à 9 mois. Là, de toute façon, facile. On ne revoit pas pendant un an, je pense. Voilà. Si Jordan quitte l'Ares, ils font pas la revanche. Mais si les deux sont encore à Ares d'ici un an et demi, ils ont tout intérêt, l'Ares et Baki, de vouloir une revanche. Et puis Jordan, je pense pas qu'il refuserait. Il a pas refusé le premier combat. Pourquoi il refuserait le deuxième? C'est pas quelque chose qui va l'enchanter parce qu'il il avait dit qu'il voulait pas le faire déjà de base. Mais il le fera parce que Jordan, c'est un mec comme ça. Hein, il accepte les combats en fait. Ouais, et puis l'intérêt pour l'Ares, il est assez énorme, hein, parce que derrière, là, en termes de retentissement, tu pourras pas faire plus gros, même si tu vas chercher un challenger qui peut avoir une renommée, un palmarès, etc. Mais là, faire une revanche, vu le bordel qu'il y a eu autour de ce fight et le résultat de ce fight, tu peux pas trouver mieux. J'espère pour eux, si j'étais à leur place, en tout cas, qu'ils sont en discussion avec les managers des deux camps depuis la fin du combat, pour leur dire... on en reparle, mais bougez pas en fait, que ce soit l'un ou l'autre, bougez pas, on fait une revanche et vous inquiétez pas, on va vous compenser. Parce qu'ils peuvent pas faire mieux. Hein. Ares aujourd'hui, dans leur roster en tout cas, il n'y a pas plus gros star que Baki.
Je pense qu'il n'y a pas plus gros star que les frères Younoussov, il y a Hogan, mais il n'y a pas. C'est le seul où il y a un combat en fait dans le roster. Ouais, sinon, il y a le champion, il y a Abou en 61, Tourpal Younoussov en 70, Hogan en 84, mais il n'y a pas de réelle opposition dans le roster même. Là, t'en as un en 77. Bon, tu vas pas le saigner à en faire 4 fois, mais ça mérite une revanche. Ils ont tout intérêt à le faire, hormis s'ils signent d'autres personnes derrière qui ont au moins l'éclat que peut avoir Jordan Zebo actuellement. Ouais, la revanche peut-être donc à l'Ares entre Jordan Zebo, désormais détenteur de la ceinture qui appartenait avant à Baki, qu'il a du coup perdu au profit de Jordan Zebo. Voilà pour le petit point qu'on voulait faire sur l'Ares et ce combat très très médiatisé qui a fait beaucoup réagir entre Zebo et Baki. Évidemment, c'était un énorme week-end MMA parce que rien que sur RMC Sport samedi soir, tout le monde était sur le pont. Anto, tu commentais la Warriors Night, je crois, avec Damien Lapidus qui a perdu là-bas. Baba, toi aussi, tu étais au commentaire. Je commentais l'Octagone, moi. Voilà, dans Octagona un peu plus soporifique, je crois. Mais c'était moins bien, c'était moins spectaculaire, on va dire ça. Ouais. En tout cas, tu commentais l'Octagone. Et puis après, d'ailleurs, ça s'est chevauché. Hein, tu as eu 5 minutes de pause et tu es passé en plateau avec Flora pour cette Fight Night à Vancouver, justement, dont on va vous parler aussi un petit peu dans ce Fighter Club. Et d'abord, bien sûr, le résultat de Manon Fiorot, qui s'est replacée dans la course à la ceinture. Elle avait perdu au mois de mai dernier contre Valentina Shevchenko pour justement cette ceinture des moins de 57. Elle était deuxième challengeuse avant ce combat. Désormais, elle a battu la 5e, donc elle a encore éliminé un petit peu de concurrence qui était derrière en la personne de Jasmine Jasudavicius, canadienne qui combattait devant son public. Elle était très importante cette victoire. Elle en a d'ailleurs fait état dans la cage juste après. Baba, elle a dit voilà, c'est vrai que j'ai traversé un petit moment de dépression. Ça a été très très dur après la défaite. Et elle était importantissime. Quand on a entendu ce qu'elle a dit aussi après, cette victoire contre Jasudavicius, il fallait la prendre. Ouais, il fallait, elle en avait besoin. De toute façon, on savait, on avait mis en lumière qu'il fallait qu'elle protège son statut de meilleure combattante en dehors de la championne. C'est ce qu'elle a fait. Et il y avait un petit peu de pression par rapport à ça. Il fallait aussi, si possible, être spectaculaire parce qu'il y a ces questions-là qui entrent en ligne de compte. Et c'est des reproches qui lui sont faits par des fans ou par des spécialistes. Elle a éteint tous ces reproches-là. Elle a fait ça parfaitement. En quelques secondes de combat, non seulement elle gagne par KO, mais en plus elle montre ce sur quoi elle a travaillé, qu'elle avait un petit peu annoncé. Moi j'ai vu une Manon qui mettait plus de poids sur ses appuis, plus de poids sur ses jambes, qui a attendu un petit peu plus à l'intérieur et qui a saisi la première opportunité qu'elle a eue. Et il n'y a pas de secret, hein. Quand on voit un cross comme ça et qui touche et qui fait autant de dégâts, c'est parce que tu es bien ancré sur tes appuis. Et voilà, moi quand je parlais d'agressivité pour Manon en première reprise et que je soupçonnais qu'elle essaierait de faire un truc comme ça, j'étais super content de voir ça parce que ça a parfaitement fonctionné. Et là, c'est la bonne combinaison de ses avantages athlétiques et de son potentiel en striking. Donc on l'a vu pas beaucoup, mais c'est très prometteur pour la suite. Anto, tu étais du coup à la rédaction soir, tu avais fini de commenter, tu as dit je vais rentrer chez moi. Finalement, à la fin de l'événement, moi j'étais en régie à l'oreille de Baba, je suis sorti, tu étais encore là. Finalement, tu as tout regardé, tu es resté aussi avec ceux de la rédac qui étaient aussi là pour profiter ensemble d'un bel événement comme ça, quand même, surtout pour un combat comme celui de Manon. Ce que tu as vu de Manon aussi, comme Baba, de toute façon, on peut que être satisfait. Pour elle, aller chercher un finish, c'est très important. Elle l'a fait avec la manière, il n'y a pas de contestation possible. Et c'est très satisfaisant pour le futur de Manon aussi. Il y a tout ce qu'il fallait. Il y a tout ce qu'il fallait, l'agressivité. Elle met KO dès le premier round. Jasmine, elle n'a pas vu le jour. Elle est juste rentrée dans la cage, puis elle est ressortie. Oui, elle peut toujours pester contre l'arrêt, mais elle tombe. Enfin, elle fait la danse du poulet comme un chicken dance, comme aime bien dire. Non, j'aime bien la danse du poulet. La danse du poulet, t'aimes bien. Ouais, mais je l'ai traduit. Il fallait jamais la traduire. Ouais, il y a certains trucs quand on francise, c'est pas. Ça fonctionne pas du tout. Ils ont fait la chicken dance. Après, elle a fait un faceplant quand Manon. T'as vu, je l'ai pas traduit là. Faceplant. Quand elle a fait son TKO, il y avait vraiment tout dans ce combat-là. Et en plus, une stat qu'on a sortie nous sur le Fighter Club Sunday, qui est disponible sur YouTube, c'est qu'on reproche à Manon de pas tellement finir ses combats. Ouais. En moins de 57 kilos, c'est la deuxième, avec 2 KO. Je parle que de KO, que de victoire par KO. Elle est à 3 KO, elle est deuxième. La première, c'est Valentina avec 4. Ouais, voilà. En fait, il n'y a pas beaucoup de KO dans ces catégories, dans les divisions féminines de l'UFC. Il n'y a pas beaucoup de KO déjà de base. Donc en fait, il faut toujours remettre les choses dans leur contexte. Et dans ces catégories-là, on a quand même un meilleur ratio que l'immense majorité de toutes les combattantes dans le monde. C'est plutôt pas mal.
Et puis avant la défaite contre Shevchenko, elle avait quand même un win streak qui était assez énorme, qui était le meilleur de la KT, je crois, puisque Valentina, elle avait perdu contre Grasso à l'époque. Donc là, en fait, elle a juste un accro contre la championne actuelle. C'est-à-dire que pour l'instant, le parcours, à part ça, il est parfait de Manon. Il manquait un tout petit peu de finish sur beaucoup de ses combats, puisque le premier, c'était Leonardo, elle avait fait un finish. Derrière, je crois, elle fait un finish sur son combat suivant. Elle fait deux finishes, et après, je crois, c'est 5 victoires par décision d'affilée, puis la défaite contre Shevchenko. Maintenant, c'est le futur envisagé pour Manon. Qu'est-ce que ça va donner, puisque il y a Zhang qui est monté de KT en moins de 57 pour affronter la championne actuelle Shevchenko. En quoi le résultat de Zhang Shevchenko, il aura un impact sur Manon derrière, Baba? Ça peut être compliqué ou ça peut être bien. C'est simple. L'équation, c'est si Weili Zhang bat Valentina Shevchenko, on est dans la merde. Ça va encore attendre. On est dans la merde parce qu'ils vont faire très probablement une revanche. Si Valentina gagne la revanche, on est sur une trilogie. On est parti pour 18 mois de galère, de combat où on va tous et du coup maintenant elle va être forcée de prendre les deux autres adversaires qu'elle n'a pas affrontés, donc Natalia Silva et Alexa Grasso. Mais en même temps, je me dis que pour Manon c'est plutôt bien, parce que là, un combat, c'est peut-être, ça y est, si elle l'a dit de ses propres aveux, voilà, c'était pas une bonne période. Peut-être que de recombattre, de reprendre de la confiance avant d'aller chercher un enjeu énorme comme une ceinture, moi je l'analyse plutôt comme un truc positif si ça se passe comme ça pour Manon. Moi je pense l'inverse. Ah ouais, c'est vrai. Tu penses qu'il faut qu'il y retourne direct? Moi, je pense qu'avec cette victoire-là, tu valides ta prépa. En fait, la prépa, Aldric Cassata l'avait dit au micro de Jab Life avec Herbie. Il avait dit la prépa, on la considère déjà réussie. Il disait, nous, comment ça s'est passé? C'est exactement comme on voulait que ça se passe. Donc ça, c'est nickel. Et ça, c'était décorrélé du résultat. C'est quoi qu'il arrive, on est content de ce qu'on a fait. Ce sera une expérience à renouveler de toute façon. Derrière, tu es validé avec une victoire en quelques secondes. Mais l'idéal, là, ce serait d'avoir Valentina dans 3 mois, tu vois. Ce serait magnifique. Ah, ok. Ouais. Okay. Parce que là, tu as plein de confiance, tu brilles, ça a marché, on refait la même chose, et on y va, et cette fois-ci, je la descends. Anto, team Baba ou team Charles? J'aime bien Charles, ça fait longtemps qu'on bosse ensemble, mais team Baba, le seul problème, oui, c'est que si Zhang bat Valentina, je reprends les mots de Baba, ce sont pas les miens, on est dans la merde. Mais il y a cette question de se dire, Natalia Silva, quand même, elle est assise quand même sur son statut de numéro 1. Ça me choquerait pas que l'UFC lui donne le prochain pour le titre, vu qu'elle n'a pas eu cette chance et elle n'a pas perdu. Elle est sur une bonne win streak. Je crois que c'est elle, du coup, qui détient la plus grande win streak dans la catégorie. Donc pourquoi pas affronter une ancienne championne, et là tu descends Grasso, là il y a un call out, il y a même pas besoin de parler anglais ou français, tu prends le micro, Valentina, terminé. Tu l'as aussi dit, Baba, l'autre soir, c'est vrai que c'est juste un tout petit peu dommage dans son discours d'après combat qu'elle soit pas allée chercher quelqu'un, dire un nom, comme tu l'as dit aussi, il y a pas besoin de parler ni anglais ni français, tu dis un nom, au moins tu t'essayes de te positionner quelque part, parce que là en fait, sans te positionner comme l'a fait Manon, et c'est dans son caractère aussi, mais c'est vrai qu'elle laisse l'UFC aura le final cut de toute façon, mais elle ne donne même pas son avis sur ce qu'elle a envie de faire, et c'est peut-être un tout petit peu dommage. En fait, c'est juste par rapport à ça, voilà. C'est juste par rapport au fait qu'on sait comment l'UFC fonctionne et que il faut être un peu vocal, c'est toujours comme ça. Parce que normalement, dans un monde normal, le KO, il fait le call-out. Il n'y a pas de problème, tu vois. Tu l'as mis KO, il y a l'image, c'est réglé. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on sait comment c'est, et ça veut dire que voilà, tu cries juste Valentina Shevchenko dans le micro, accorde-moi une revanche, et voilà quoi, tu vois. C'est pas grave en soi. C'est juste que ça aurait été une arme en plus. Maintenant, tu changes pas les gens. On l'a dit dans l'épisode, on en a parlé dans un épisode où on parle de Cyril Gane notamment. Manon, c'est sa nature, elle est comme ça. Et voilà, on change pas spécialement les gens non plus. C'est vrai, mais Aldric dans Jab Life avec Herbie l'avait aussi dit pour Axel Sola après l'UFC Paris. Il avait dit, j'ai un seul petit regret, et on va travailler dessus aussi avec Axel, c'est qu'il soit pas allé faire un petit call-out, quelque chose après son combat à l'UFC Paris. Voilà. Donc Aldric, ça évidemment, il en est plus que conscient, et j'imagine que ce sera aussi, ça fera partie peut-être des objectifs d'amélioration pour son travail. Ça aurait été mieux plutôt que d'avoir le traducteur multi. C'est un couteau suisse d'ailleurs. Grave. Il en a du boulot. C'est vrai que mais ça aurait été bien que ce soit Aldric qui traduise, tu vois. Ça aurait été plus sympa, je trouve. Et comme ça, il aurait pu ajouter des trucs comme il avait déjà fait au One, tu te rappelles? Le crackdown. Le crackdown. Merci à mon coach exceptionnel, ça vous pouvez le retrouver sur TikTok, sur Insta,
c'est exceptionnel. Bon voilà en tout cas pour la victoire de Manon Fiorot donc contre Jasmine Jasudavicius lors de cette UFC Vancouver à suivre donc pour le futur de cette KT et donc les yeux rivés vers New York au mois de novembre l'UFC 322 et ce combat entre Zhang et Shevchenko pour en savoir plus aussi sur l'avenir de Manon Fiorot. UFC Vancouver avec un combat principal très intéressant entre De Ridder et Brendan Allen. De Ridder qu'on attendait un petit peu dans une sorte de demi-finale à la ceinture vers Khamzat. Et bah finalement, on savait que dans l'autre demi-finale potentielle, Nassourdine avait battu Borralho à l'UFC Paris. Ouais. L'autre demi-finale était là à la base contre Fluffy Hernandez. Fluffy Hernandez étant out, c'est Brendan Allen qui est venu. Donc il est passé, je crois, du 4 ou 5e contender au numéro 9, Brendan Allen. Finalement, on s'attendait à le voir, il était largement favori. Et Brendan Allen, il commence mal. De Ridder commence bien, lui, à l'inverse. Et finalement, c'est Brendan Allen qui est venu éliminer carrément un challenger à la ceinture. De Ridder, il a flop dans des proportions épiques, là. Ouais. Je ne peux pas te dire autre chose. Parce que tu perds un combat, c'est la vie, c'est comme ça. Mais là, c'est du no-mass. T'abandonnes, tu vois. C'est très très dur. C'est dur. Ça, pour le public, ça pardonne pas. On rappelle les circonstances. Je crois que c'est à la fin du 4e round. Ouais, exactement. Où il va s'asseoir. Il a déjà beaucoup de mal à se relever. L'arbitre vient le voir en lui disant. Au 3e round déjà aussi. Au 3e, mais là après le 4e, l'arbitre lui dit écoute, si tu restes au sol, là c'est TKO, t'as perdu. Ouais. Il se relève, il va s'asseoir. Et là, on voit l'arbitre qui dit stop, le combat est terminé. Donc c'est un abandon concrètement à la fin de la 4e round. Donc ça, c'est son coin. Il lui demande. Tu vas bien? Tu veux que j'arrête le combat? Il dit non, je vais pas bien. Ok, j'arrête le combat. Il était trop éprouvé. Donc ça, t'es d'accord, dans la manière de perdre, c'est peut-être la pire. Comme ce qu'on disait en début d'émission, quelle image va rester? C'est l'image où il abandonne. Il l'avait déjà fait en plus. Ce qui est dommage, c'est qu'il l'avait déjà fait au One contre Malikin dans le deuxième, troisième. Dans le deuxième, c'est vraiment marquant parce qu'il reste assis par terre. Le deuxième, il reste vraiment assis. Non, deuxième, peut-être le deuxième. Ok. Ouais, deuxième, il reste assis, il peut pas. Et là, il a failli faire la même chose. C'est cette image qui va rester. Ouais. Après, bien sûr, il y a pas des excuses, mais il y a des explications au fait qu'il n'a pas le cardio, qu'il n'y arrive pas. Et faites attention, sur les réseaux sociaux, il y a une info d'un faux compte de Rainier de Ridder qui disait j'ai eu le norovirus, attention. C'est Ali Abdelaziz qui le dit, ce n'est pas le compte de Rainier de Ridder. Ce n'est pas son compte. C'est pas moi qui ai tweeté sur le compte qui n'est pas le mien. Non, mais c'est pas le compte. Mais c'est vrai que l'image qui va rester, c'est l'abandon. Lui qui, pendant toute la semaine, a parlé en disant non, c'est moi le prochain, c'est pas Nassourdine. Vous verrez avec cette victoire-là, avec le gros statement, je vais être le prochain. Et ça n'a pas loupé parce que après, il y a, je crois que tout le top 10 des moins de 84 kilos, ils ont tous pris le téléphone ou leur manager, ça dépend de quelques fois. Il y a des mecs avec 3-4 téléphones dans les mains, mais ouais. Nassourdine, alors je le savais, Khamzat Chimaev qui disait 7, voilà, abandonne. Borralho qui dit les gars, il a abandonné. Même Paulo Costa qui devait prendre le combat, elle dit mais les gars, si ça avait duré que 4 rounds, j'aurais dû prendre le combat. Et puis au petit jeu des transpositions, Nassourdine, lui, il a battu Brendan Allen à l'UFC Paris de l'année d'avant. Ouais. Donc il est gagnant sur tous les tableaux, Nassour là. Bien sûr, il y a pas, vous ne ferez pas croire que parce que Brendan Allen a fait abandonner De Ridder, il passera devant Nassour alors qu'il a une défaite contre lui. C'est marrant parce qu'il l'a dit lui en conférence de presse. Les 2 combats que j'ai perdus, il y a un argument pour que je les ai gagnés. Alors non. Non, clairement pas. Ouais. Et voilà, c'est bien pour lui parce que ça va lui permettre, par exemple, d'appeler un Borralho. Je pense que ça ferait même beaucoup de sens un combat contre Borralho pour le coup. Et Borralho il serait bien avisé de commencer à tweeter sur Brendan Allen, tu vois, histoire de dire je vais éteindre le mec en dessous et comme ça je continue ma lancée. Et pour Nassour c'est tout droit. C'est tout droit maintenant. Là c'est lui, c'est le seul. En fait, la situation est la suivante, c'est que si Khamzat reste dans cette catégorie, ça peut pas être quelqu'un d'autre que Nassourdine maintenant. Non mais impossible. Par contre, l'option c'est que Khamzat aille dans une catégorie supérieure, en moins de 93 kilos, et que là il aille vers d'autres défis. Mais par contre, si lui reste, c'est pour Nassour. Oui, s'il reste, c'est pour Nassour, et si c'est pas Khamzat, ce sera Dricus. On est justement, tu me coupes l'herbe sur le pied. On a eu dans le chat du Fighter Club Sunday, Younes, le manager de Nassourdine. Il est arrivé au moment où on parlait de Rainier de Ridder, Allen, très bien.
On dirait que c'était Toujours prévu. clutch. Ouais, toujours clutch vraiment. Et on parlait, il lui disait que peu importe la victoire, que ce soit Allen, que ce soit Reinier de Ridder, ça ne changeait rien pour Nassourdine. Ouais. C'est le prochain pour la ceinture. Ouais. Donc là, ça fait juste un deuxième tampon. Et on a demandé un peu au chat, on a demandé aussi en plateau et à lui indirectement, Ouais. c'est qui le prochain? Et lui, il a vraiment écrit Imavov, Duplessis, ceinture vacante. Ouais, je vois bien ce scénario-là. Ouais. Je vois bien ce scénario-là Ouais. aussi. Je vois. Ça voudrait dire que Poatan n'affronterait pas Jones. Et donc, si on en suit nos petites prédictions, et bah, quoi qu'il arrive, le prochain combat de Nassour serait pour une ceinture, que ce soit contre Ramzat qui resterait dans la KT, ou alors pour une ceinture vacante. Ouais. Si Ramzat quitte la KT et que le numéro 1 Duplessis et le numéro 2 Nassourdine s'affrontent, c'est en tout cas les deux scénarios privilégiés. Et donc, c'est bien, ça enlève un petit peu d'incertitude sur la situation future d'Imavov, cette défaite de Ridder, avec évidemment Allen qui était neuf avant le combat, qui va pas aller devant Nassourdine. Non, il va passer 5. C'est juste impossible. Et effectivement, un combat de contre Boralo, ça pourrait faire beaucoup de sens. Et ce Je sera un pense combat qu'ils intéressant. vont le mettre juste en dessous de Borrello, tu vas Ouais. voir. Et il sera déçu, hein, mais. Mais Borrello, il est pas si haut que ça. Hein. Il est 7ème. Borrello est 7. C'est Adesanya qui est 5. Ah, Adesanya, il va garder sa place, hein, il a ce privilège. Hein. Et En bah, fait, il a la franchement, paye d'un 5ème. Il y a une petite prédiction, c'est que Allen passe 5, il monte Hernandez et il descend de Reinier et Adesanya. Ça veut dire que On va pour la voir. première fois, tu aurais en dessous du top 5 Adesanya et Whittaker. On va voir. C'est possible, hein, mais Et on va voilà, voir. l'ancienne génération brillante de cette catégorie. Très intéressant cet épisode du RMC Fighter Club, notamment pour les projections qu'on va avoir pour nos Français à l'UFC. Manon Fiorot qui pourrait se replacer, peut-être avoir un nouveau title shot si tout se passe bien pour elle, et en fonction du résultat, Zhang contre Shevchenko. Et puis Imavov qui est dans le golden spot pour avoir une chance à la ceinture à l'UFC chez les moins de 84 kilos. Évidemment, cette semaine, si elle gagne pour la première ceinture française de champion unifié, c'est à Abu Dhabi, c'est contre Tom Aspinall, et ce sera en prime time sur RMC Sport. Baba, merci beaucoup. Merci Antoine, merci Charles. Merci Anto. Fatigué, merci. à toi aussi. Antoine Simon. Antoine, tu vas le retrouver. Simon. Antoine, tu le retrouveras pour commenter l'UFC. C'est vrai. Donc Mais c'est pour ça, tu l'as fait penser à Again. pour Je cette suis déjà UFC. plaisir. Il est déjà à Abu Dhabi, Baba, là, c'est Pour bon. cette UFC 321. Merci à toutes et à les gars. tous de nous être fidèles comme d'habitude sur la AMC Fighter Club. Likez, commentez, repostez aussi, n'hésitez pas. Merci à Kylian Verov, merci à Julie Deroux, merci à Arthur Robert, merci à Laurent Duploué, merci à toutes et à tous de nous être fidèles. Ciao, ciao, à très vite dans la AMC Fighter Club. RMC Fighters Club.